Pour le moment, on attend la mise en place du Haut Conseil des biotechnologies. J'ai plutôt le sentiment que c'est un peu au point mort. Donc la loi a été votée avec des modifications, donc quelques amendements qu'on a réussi à faire passer, puisqu'on s'est battu sur le contenu de ce projet de loi. Je pense que le projet de loi, en fait, il est censé permettre une coexistence entre les productions OGM et les productions sans OGM. Je suis assez dubitatif par rapport à ça. Je crois qu'il va falloir encore se battre beaucoup pour qu'on n'aboutisse pas au final à l'envahissement complet du territoire français par des cultures génétiquement modifiées. Donc je crois que ça exige il y a une mobilisation d'abord sur la composition du Haut Conseil des biotechnologies qui sera chargé d'accorder les autorisations. Donc il faut se battre véritablement, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais pour que ce Haut Conseil ne se contente pas de réunir des défenseurs d'une forme de pensée dominante qui serait favorable au développement des OGM, il faut se battre sur la composition, qu'il y ait notamment des personnes qui puissent porter des avis différents, qui puissent avoir une approche différente sur les conséquences de la production d'OGM, que ce soit pour l'environnement, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social. Enfin, je crois que c'est très très important. Donc la première chose, c'est ça. Je crois qu'il faut se battre sur cette composition. Ensuite, dans la mesure où ce Haut Conseil de biotechnologie va comprendre un collège de la société civile, je pense qu'il faudra s'appuyer sur ce collège de la société civile et sur des scientifiques aussi qui peuvent siéger dans le comité scientifique pour sauvegarder des spécificités de notre agriculture qui sont notamment des productions labellisées sans OGM. Il faudra s'appuyer notamment sur l'amendement 252 que j'ai fait voter, qui peut être une base pour remettre en cause des autorisations qui pourraient être accordées et qui pourraient nuire à des agriculteurs, type par exemple agriculteur bio qui sera à proximité. L'Auvergne, n'oublions pas que le département du Puy-de-Dôme dont je suis le député, c'est le siège de l'Imagrin, le 4e semencier mondial, qui est une coopérative qui regroupe des centaines d'agriculteurs avec un laboratoire de recherche et qui donc travaille actuellement sur les biotechnologies, sur la production de semences OGM, avec l'objectif de concurrencer, ou du moins de faire que ce ne soit pas Monsanto notamment, qui a une forme de monopole mondial. Donc, et puis il y a donc des céréaliers, notamment sur ma circonscription, qui sont pour beaucoup favorables aux OGM. Mais il y a aussi toute une zone de montagne avec la petite agriculture familiale, avec des agriculteurs qui sont attachés à un autre type d'agriculture, qui sauvegardent le paysage, qui respectent l'environnement, avec une vente de proximité, avec des produits fermiers, avec des labels de qualité, une agriculture d'une autre dimension, si on peut dire. Et donc il y a ces deux, il y a une forme de coexistence, comme vous l'avez d'ailleurs dans ce département, dans ce département des Pyrénées-Atlantiques, entre deux types d'agriculture, c'est assez proche en fait. Entre une agriculture céréalière de plaine, avec des productions très intensives, et avec une agriculture de montagne, paysanne, donc avec une approche complètement différente. Et si je me suis intéressé aux OGM, parce que c'est un débat qui est un débat fondamental dans notre département, et je l'ai fait en essayant de comprendre progressivement. Je suis parti d'une position qui était, sans être pro-OGM, mais qui était plutôt ouverte sur le développement des OGM. J'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai lu, j'ai participé à la mission d'information parlementaire. Pendant, on peut dire, 3 ans, je me suis un peu imbibé de la question, en essayant de ne pas être replié sur des idées que je pouvais avoir, mais pour prendre en compte tout ce qui pouvait être développé. J'ai beaucoup appris, j'ai pris conscience de certaines choses, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que on n'avait pas besoin d'OGM au niveau de l'agriculture et qu'au niveau mondial, l'effet était désastreux. Que ce soit au niveau économique, par rapport à la faim dans le monde, contrairement à ce qui est dit, je pense que l'effet est désastreux.
Et donc, j'ai donc pris en main mes interventions sur le projet de loi à partir de cette conviction que je m'étais forgée, qui est une conviction que je me suis forgée avec un doute perpétuel. J'utilise souvent une expression, je dis sur la question des OGM, je suis comme une truie qui doute. Je reprends le titre d'un livre de Claude Duneton qui doit avoir 20 ou 30 ans. La truie qui, avec son groin sous la mousse, cherche la truffe, elle doute, elle cherche. Ben moi, sur les OGM, j'ai beaucoup cherché. Et j'ai des convictions aujourd'hui, qui évolueront peut-être d'ailleurs. Je crois que c'est très important, mais surtout, j'ai tenu compte d'un élément qui est déterminant, je crois, et en particulier pour un parlementaire comme moi, c'est ne pas en rester à une approche institutionnelle, mais prendre en compte ce que j'appellerais l'expertise du quotidien, et notamment de tout ce qui peut se construire, se réfléchir dans des associations, dans des ONG. Je crois que ça, c'est un mouvement nouveau de la société. Sortir des simples analyses qui seraient des analyses d'un parti, par exemple, ou d'une institution, et puis prendre en compte ce brassage d'idées qui peut nous permettre d'évoluer sur certains points. C'est notre objectif. Hein? C'est notre objectif. Oui, c'est notre objectif. Et vraiment, c'est difficile. C'est le vrai travail du politique, finalement. Oui, et c'est aussi partir d'une culture qui est la mienne, étant communiste, qui est traditionnellement, j'allais dire, une culture qui considère que le progrès scientifique, le progrès technologique, par lui-même, ferait progresser la société, apporterait le bonheur aux habitants de cette planète. Et ça remonte à l'Antiquité, 18e siècle des Lumières, cette approche qui a fait qu'à un certain moment, on a considéré que la science par elle-même était porteur du bonheur de l'humanité. Et le mouvement, cette évolution, et donc avec des abus de scientisme. Et donc la prise de conscience, c'est considérer que certes la science permet de faire des choses extraordinaires, a fait évoluer la société, il y a des progrès technologiques. Ce qu'il y a de nouveau sans doute aujourd'hui, c'est que la découverte scientifique, les progrès technologiques exigent ce que j'appellerais une validation citoyenne et sur l'utilité que ça peut avoir pour la société. Avant de développer un OGM, voire même de se poser la question sur ce qui peut entraîner comme conséquences économiques ou environnementales, il faut d'abord réfléchir. Est-ce que véritablement on en a besoin? Est-ce qu'une agriculture à base d'OGM, les apports que ça représente, les avantages que ça représente, est-ce que ça l'emporte sur les effets pervers que ça peut avoir et les conséquences négatives? Et je crois que c'est à partir de là. Voilà.